me permets d'enlever ma montre, pas tant que ce soit une montre de grande valeur, mais simplement j'ai tendance à être très bavarde. Donc si je veux laisser la place à ce qui suit, on va prendre nos précautions. Donc bonjour à tous, merci, je suis ravie d'être là. D'ailleurs, j'ai répondu tout de suite quand on m'a proposé, parce que je trouvais que l'initiative était extraordinaire, je n'en avais jamais entendu parler, mais je trouve ça génial. Donc merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi. Ils m'ont quand même fixé la lourde gageure d'introduire cette session. Lourde gageure parce que parler en 15 minutes des mots de la géopolitique, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Par contre, je suis ravie d'être là aussi parce que vous croisez aujourd'hui ce qui fait et rythme toute ma carrière professionnelle en réalité. Moi, je suis aujourd'hui directrice de l'Institut Jacques Delors, qui est un institut créé par Jacques Delors et travaillant sur les questions européennes. Mais je suis économiste de formation et j'avais précédemment travaillé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, travaillé sur toutes ces questions de lien entre l'économie et la géopolitique, bien avant d'ailleurs qu'on ne reparle de géopolitique et qu'on fasse le lien entre ces différentes disciplines, chose fondamentale, comme ça a déjà été souligné. Et je m'étais beaucoup questionnée d'ailleurs à l'IRIS, j'avais créé un programme là-dessus, sur l'entreprise et la géopolitique. Alors je ne vais pas déflorer parce que je crois que M. de Chalandard est chargé de nous expliquer les enjeux géopolitiques pour les entreprises, mais où je réfléchissais sur toute la responsabilité que pouvait avoir l'entreprise à prendre en compte le facteur géopolitique et à l'anticiper. Donc voilà pour ça, et encore merci pour cette invitation. Alors 15 minutes, on va essayer d'être rapide, donc je vais essayer de définir la géopolitique, d'expliquer un petit peu pourquoi ce retour en grâce de la géopolitique ces dernières années. Et puis après, on abordera les quelques tendances, les grandes tendances qui structurent la géopolitique mondiale aujourd'hui. Je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais je crois qu'au cours des 2 journées qui vont s'écouler, vous y entrerez de manière beaucoup plus approfondie. Moi, j'ai choisi de distinguer 4 tendances. Et enfin, parce que je suis à l'Institut Jacques Delors et que ça me semblait important, et parce que c'est notre quotidien aussi, j'essaierai de voir pourquoi, quid de l'Europe face à la géopolitique. On accuse souvent l'Europe de ne pas être géopolitique, on essaiera de voir pourquoi, et on essaiera de voir pourquoi elle devrait l'être, et elle devrait l'être un petit peu plus. Donc voilà un petit peu la teneur de mon propos. Alors la géopolitique, c'est une discipline qui est extrêmement difficile à définir. C'est difficile à définir d'abord parce qu'il y a un débat sur le sujet, vous avez une opposition sur les questions géopolitiques et sur cette discipline, vous avez une véritable opposition, voire une guerre de chapelle entre ceux qui ont été formés à la géographie et qui considèrent qu'ils sont les seuls à faire de la géopolitique, puisqu'ils connaissent parfaitement la géographie de notre monde, et puis ceux qui font de la science politique et qui considèrent que la géopolitique, c'est d'abord de la politique, donc de la science politique. Et puis vous avez tous les autres, les gens comme moi, qui viennent du monde de l'économie, du monde de la sociologie et autres, qui se permettent de toucher à cette discipline et d'essayer d'expliquer des phénomènes géopolitiques que de fait ils comprennent assez mal, puisqu'ils ne sont ni géographes ni politologues. Donc, je vais reprendre peut-être la définition qui fait malgré tout consensus et que l'on retrouve dans tous les bons manuels de géopolitique, puisque oui, il y a des manuels de géopolitique. C'est Yves Lacoste qui l'a donné il y a déjà quelques années, qui explique que la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir et ou d'influence sur un territoire donné. Et attention, pouvoir et influence ne font pas géopolitique, territoire ne fait pas non plus géopolitique. Ça, c'était un petit clin d'œil aux géographes et aux politologues. Pour avoir de la géopolitique, il faut du pouvoir, de l'influence sur un territoire donné, c'est-à-dire le lien, en fait, entre ce pouvoir et cette influence sur le territoire sont extrêmement importants. Alors justement, une question qu'on peut souvent se poser, vous vous l'êtes certainement posée, moi je me la suis fréquemment posée également quand je faisais de la géopolitique, surtout quand vous êtes économiste et que vous rentrez dans ce monde de la géopolitique, c'est très contre-intuitif pour vous l'analyse géopolitique. Pour une bonne et simple raison, c'est que pour un économiste, la concurrence, la compétition, ça peut être gagnant-gagnant si elle est bien menée, si les règles sont claires, si les règles sont bien respectées. Dans le cas de la géopolitique, la guerre, c'est perdant-perdant. Même les vainqueurs de guerre, regardez Churchill à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il a perdu les élections tout de suite après. Donc, in fine, la guerre, c'est toujours perdant-perdant. Et donc, vous retrouvez confronté face à un choc culturel aussi énorme que ce choc culturel de l'affrontement des visions entre un économiste et des gens
gens qui font de la géopolitique, c'est extrêmement compliqué, ça pose beaucoup de questions, surtout que moi ça s'est passé au tout début des années 2000, à l'époque où la mondialisation était plutôt heureuse, ou en tout cas on la percevait comme ça, et avoir des gens qui nous expliquaient à longueur de journée que le monde allait dans le mur, que c'était dramatique, que la guerre, que les rivalités, que les conflits d'intérêts, que les différences de pouvoir, c'était un petit peu déstabilisant et on avait parfois l'impression qu'ils n'avaient pas tout compris. Je ferme la parenthèse et j'ai dit on avait l'impression, hein, parce que c'est plus compliqué que ça. Quoi qu'il en soit, donc cette géopolitique qui essaye de comprendre les rivalités de pouvoir et d'influence sur des territoires donnés, eh bien en fait c'est toute l'histoire de l'humanité. Elle a été en sommeil, cette géopolitique, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à quasiment la fin de la guerre froide, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'on a souvent considéré que les théories géopolitiques avaient largement inspiré le régime nazi, et donc que c'était pas des choses bien, et que ça se faisait pas, et qu'il fallait oublier cette discipline qui finalement n'inspirait que des mauvais sentiments. Et la deuxième raison, c'est probablement, et c'est une raison qui est, que je trouve assez intéressante, c'est que pendant la guerre froide, au fond, et si je vous dis ça, c'est pas tellement pour gagner du temps ou pour remonter trop loin dans l'histoire, mais parce que ça explique aussi une partie de ce que nous vivons aujourd'hui, ce monde de choc. Pendant la guerre froide, on a finalement été dans une sorte de parenthèse géopolitique ou de parenthèse non géopolitique. On était dans un affrontement de deux systèmes, de visions du monde, de systèmes politiques, de systèmes économiques différents. On était finalement dans une confrontation idéologique plus que territoriale, même si il y avait des enjeux territoriaux, mais la confrontation, elle était essentiellement idéologique. Et de ce fait, la géopolitique n'apportait pas énormément d'enseignements sur ce qui était en train de se passer. Et au fond, pourquoi je vous dis ça? Parce que à partir de la fin de la guerre froide, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Au départ, on pense que c'est la fin de l'histoire, que ça y est, la voie est toute tracée vers la paix et la prospérité pour l'ensemble de la planète. À la fin de la guerre froide, on ne se rend pas tout de suite compte qu'on revient dans le monde d'avant et qu'on revient dans un monde de fait géopolitique. Et parce que la géopolitique, c'est l'histoire de toute notre humanité, ça couvre tous les champs de la vie et de l'activité humaine, depuis les matières premières et l'agriculture jusqu'aux technologies. Alors pour les matières premières et l'agriculture, vous avouerez que c'est assez facile à comprendre, puisque la production agricole et les matières premières dépendent directement du territoire. Même si, là encore, on a une illustration que géopolitique, c'est bien territoire, pouvoir et influence. Si vous prenez par exemple la République démocratique du Congo, qui est probablement en termes de matières premières le pays le plus riche du monde, c'est aussi un pays qui est en guerre et qui connaît la violence depuis des décennies, tout simplement parce qu'il manque ce côté politique et influence, ce côté pouvoir et bonne gestion du pouvoir. Et donc, il y a une préemption et une captation de ces rentes de matières premières par des individus corrompus localement et par des grandes puissances ou des puissances extérieures également. Pour les technologies, c'est peut-être un petit peu moins évident, ce lien entre la géopolitique, sauf que si vous regardez la situation des États-Unis, c'est quand même la première économie au monde, c'est la première puissance au monde, et c'est aussi le pays qui a le plus investi et le plus développé ces technologies. Dans un premier temps, et ça c'est intéressant des changements d'époque qui se produisent probablement au début du XXe siècle, dans un premier temps, la défense, l'armement, les technologies servent à la défense nationale, ont des enjeux stratégiques, on gagne une guerre parce qu'on est en supériorité technologique. Alors ça se discute largement quand on regarde les dernières guerres menées par les États-Unis, mais on a quand même dans cet inconscient et dans cette culture des États-Unis, cette idée qu'on gagne la guerre parce qu'on a la supériorité technologique. Vous noterez que dans la rivalité qui oppose les États-Unis à la Chine, cet argument est souvent repris par les États-Unis. Et c'est bien parce que la Chine, à partir après la crise de 2008 et à partir de 2012 et l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, c'est parce que la Chine prétend devenir la première économie au monde, prétend devenir la première puissance et une puissance technologique, c'est le fameux plan Made in China 2025, que les États-Unis commencent à s'affoler et à se dire « oulala, ça va pas du tout, on peut pas laisser faire ». Donc les technologies, au départ, c'est ça. Ensuite, bien évidemment, c'est aussi une avance
économique, la technologie permet aussi de fournir du niveau de vie, du pouvoir d'achat à la population, mais au-delà de ça, d'améliorer la productivité d'une économie et par-delà, de vous permettre de gagner des parts de marché. Toute l'hégémonie américaine des années 90 et début des années 2000 repose bien évidemment sur cet investissement dans la technologie, et donc on voit bien qu'on est dans une dimension géopolitique. On lie bien la technologie aux enjeux de pouvoir et d'influence sur un territoire donné, le territoire américain. Alors j'en viens aux tendances, parce que le temps passe très très vite. Moi j'ai listé 4 tendances. C'est très subjectif, j'aurais pu en lister des dizaines. Alors je vous ai déjà parlé de la rivalité Chine-États-Unis, je n'y reviens pas bien évidemment, et je ne doute pas que vous y reviendrez dans les jours qui viennent. Je voulais également lister la question du retour de la guerre, et pas seulement la guerre en Ukraine d'ailleurs, et pas seulement la guerre avec la Russie. Le retour de la guerre et le démantèlement progressif, et je trouve que c'est quelque chose dont on parle trop peu, le démantèlement progressif de tous les grands accords de contrôle des armements. Nous avons le dernier accord qui soit entré en vigueur et voté à l'ONU en 2014, si je ne m'oublie, c'est le traité sur le commerce des armes. C'était un traité porté par les ONG. Je suis sûre que personne parmi vous, ou très peu de gens parmi vous, sauf à être engagé dans une ONG qui lutte contre le surarmement, n'en a jamais entendu parler, parce que ça n'est plus à la mode, on ne négocie plus des accords de paix et on est plutôt dans un retour des conflits, un retour de la violence. À noter d'ailleurs que 80% des conflits aujourd'hui se déroulent en Afrique et au Moyen-Orient, donc j'y reviendrai quand je conclurai avec l'Europe, aux portes de notre continent, à nos portes à nous, avec toutes les conséquences que ça a. Troisième tendance, me semble-t-il, et là aussi c'est une tendance que j'ai voulu citer parce que je trouve qu'on l'oublie trop souvent quand on fait de la géopolitique, c'est l'essor des nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs, ce sont les entreprises, bien évidemment, et je laisserai Monsieur de Chalandard nous expliquer comment les entreprises sont impactées par la géopolitique et peuvent être des acteurs géopolitiques. Les GAFAM, je vous parlais tout à l'heure des technologies, en sont une illustration parfaite, bien évidemment, mais il n'y a pas que les GAFAM dans ce bas monde. Et puis surtout la société civile. Et la société civile, c'est à la fois sous-estimé et à la fois également pris en compte. La prise en compte, c'est au moment du Covid. Jamais par le passé, on aurait imaginé qu'autant de gouvernements décideraient de confiner la population pour les protéger. Et pourquoi on a fait ça? Moi, j'aime bien rappeler parce qu'en 2019, juste avant le Covid, nous avons connu une année qui a été rythmée par des mouvements sociaux plus nombreux que jamais partout dans le monde. Partout dans le monde, on a vu cette société civile souhaiter autre chose. Là où, par contre, je trouve, et ça va résonner avec ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays, là où, par contre, je trouve que cette société civile, acteur politique et géopolitique, est insuffisamment prise en compte, eh bien, la conséquence, c'est qu'il y a je vais dire un divorce. Je pense que un décalage croissant entre les aspirations de cette société civile et les décisions politiques, qui a tout un ensemble de conséquences qui sont des conséquences extrêmement inquiétantes par les temps qui courent. Le décalage, quel est-il? Aujourd'hui, moi, quand je regarde le monde, quand j'étudie les mouvements sociaux, quand je lis la presse, ce que je vois, c'est que je vois une société civile qui est assez harmonisée dans le monde, qui souhaite la paix, qui souhaite le respect des droits humains, qui souhaite le respect des chances pour tous, une société, comme dirait Bertrand Badi, une société civile qui souhaite de la sécurité humaine, de la santé, de l'éducation, de la liberté, des chances dans la vie, etc., etc. Or, je reviens au retour de la guerre, nous sommes en présence d'États qui sont plutôt dans une logique de rapport de force, dans une logique de violence et dans une logique de guerre et de conflit et d'opposition. Et ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me semble être une tendance extrêmement importante à introduire en géopolitique parce que ça a des conséquences très importantes sur le plan politique et donc sur le plan géopolitique. Enfin, et c'est directement lié à toutes les tendances que je viens de vous citer, et en particulier à cette dernière. La dernière tendance dont je voulais vous parler, c'est la fragmentation des relations internationales. Alors je triche un peu parce que je sais qu'il y a une table ronde, j'y participe tout de suite après sur ces fragmentations. Mais cette fragmentation, quelle est-elle? On en parle beaucoup, on entend beaucoup de choses.
Certains considèrent que c'est la fragmentation, vous savez, le fameux Ouest versus de reste, les riches contre les pauvres, l'Ouest, l'Occident contre le reste du monde. J'y crois pas tellement, je crois que c'est plus compliqué que ça. D'autres vont dénoncer l'opposition entre des démocrates et des autocrates. Moi, je pense que c'est une conséquence de la fragmentation, plus qu'une fragmentation entre elles. Je pense que la fragmentation aujourd'hui, elle n'est pas non plus nord-sud, elle n'est pas entre les pauvres et les riches, c'est une fragmentation entre conservatisme et progressisme. Et encore une fois, sans aucun jugement de valeur, on a un monde qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé en quelques décennies. Et vous avez ceux qui trouvent ça formidable et qui regardent de l'avant et qui se disent il faut y aller, souvent d'ailleurs les gagnants de ces changements. Et puis ceux qui regardent la situation d'avant, qui disent c'était mieux avant et qui aimeraient bien qu'on revienne au monde d'avant. Encore une fois, je ne suis pas là pour porter de jugement de valeur sur qui que ce soit, bien évidemment. Simplement, je pense que c'est important d'intégrer ces tendances-là parce que ça appelle à une prise en compte de cela dans la géopolitique, à une meilleure intégration de cela dans la géopolitique, sinon vous aurez toujours une divergence croissante entre les populations. Alors conclusion, puisqu'on m'invite à conclure, et l'Europe dans tout ça. La géopolitique, c'est un mot grossier pour les Européens. C'est un mot grossier pour les Européens, et là non plus, je ne suis pas dans la critique, parce que l'Europe, elle s'est construite dans l'idée, l'intégration européenne, c'est l'idée de faire la paix entre nous, c'est l'idée de coopérer, c'est l'idée que la guerre, la puissance, la rivalité étaient des mots grossiers qui menaient de toute façon à la violence. Donc partant de là, vous avez quand même un ADN qui rend difficile la géopolitique. En plus, vous avez un certain nombre de pays en Europe qui ont été qui ont perdu la Seconde Guerre mondiale et qui l'ont très très mal vécu. En Allemagne, le mot géopolitique a été longtemps aussi tabou que le mot inflation, quelque part. Et pourtant, les principales insécurités, les principaux conflits sont aux portes de l'Union européenne. Il est donc important aujourd'hui que cette Union européenne s'approprie ce concept de géopolitique, puisque les conséquences de toutes ces insécurités, c'est les guerres hybrides, c'est l'immigration, c'est aussi l'inflation, sont aussi des phénomènes économiques. Pour autant, je crois que l'Union européenne peut exploiter à bon escient ce qu'elle est et ce qu'elle a réussi à être dans ce monde et à proposer dans ce monde pour proposer ou pour porter une autre façon de penser ces relations de pouvoir, d'influence sur un territoire donné, puisque c'est vrai qu'on n'est jamais d'accord sur rien, mais in fine, on avance quand même et on fait des propositions et on est assez constructif. Et au fond, est-ce qu'une géopolitique pacifiée, je ne sais pas si le mot me vient à l'improviste, il n'est peut-être pas suffisamment pesé, mais est-ce qu'une géopolitique pacifiée est totalement impossible? Est-ce que les rapports de force, est-ce que le pouvoir, l'influence sur un territoire ne peuvent s'exprimer que par la guerre et la violence? J'aimerais croire que non. Merci beaucoup.